présente déjà? Oui. Ah, super. Tout est prêt. D'accord, on y va. Alors, qu'on se le dise, vous êtes un touche-à-tout. Vous avez été journaliste agricole chez Radio Limoges, commentateur sportif pour TF1, présentateur au Grand Journal, sans oublier le PSG, Vanity Fair et aujourd'hui Bref de vie. Alors, pourquoi vous décidez de publier ce livre aujourd'hui, à ce moment-là? Parce que c'est des histoires, c'est pas des histoires que j'ai des notes, mais c'est des histoires que j'ai dans ma mémoire sélective et que je raconte aux gens qui travaillent avec moi depuis quelques temps. Et puis Bec BD, il y a 1 an ou 2, me dit tu devrais faire un bouquin avec ça parce que c'est marrant. Et ça concerne des gens un peu hors normes la plupart du temps. Et donc on apprend aussi des choses. On peut considérer que ce sont des histoires légères qu'on traite comme une histoire légère, ou d'une histoire légère, vous pouvez en tirer une conclusion sur des gens, bah, finalement il est comme ci, il est comme ça. Voilà. Après chacun, je vais voir s'il y a des histoires que vous avez retenues plus que d'autres, et en fonction des histoires que vous avez retenues, je sais qui vous êtes. Et donc justement, comment vous avez fait pour retenir toutes ces histoires? Est-ce que vous tenez Parce que la mémoire, c'est mon outil de travail. Pendant, si je prends les dernières années, les 9 années de Grand Journal, j'ai reçu 6000 invités. Donc c'est un boulot où tous les jours, je m'infusais 25 pages sur chaque invité. J'en avais 5 ou 6 par jour. Donc, hein, je les relisais. Donc la mémoire fonctionne encore bien. Donc, Bref de vie, c'est l'histoire de vos rencontres. Je peux vous dire ce que j'ai mangé à midi. S'il vous plaît. Du maroilles. Voilà, c'était le mot que j'avais à caser dans la mission. Vous êtes très bon à suivre. Vraiment, vous avez tout à nous apprendre. Donc, Bref de vie, c'est l'histoire de vos rencontres. Donc, forcément, on en entend assez peu sur vous. Des rencontres, Jacques Chirac, Mike Tyson, le Dalai Lama devant lequel vous avez pleuré, devant lequel toute une équipe a fondu en larmes. Forcément, on en apprend peu sur vous, mais juste assez pour savoir. Oui, vas-y. Juste assez. Oh, vous vouliez parler du Dalai Lama, peut-être? Non. Allez-y. J'ai bien fait de vous couper. Donc, on en apprend juste assez sur vous pour savoir que vous n'avez pas toujours été le présentateur que l'on connaît aujourd'hui, ou même le directeur de la rédaction. Oui, de notre génération. Vous n'avez pas connu Napoléon, et de moins en moins nombreux d'ailleurs d'avoir connu, mais c'est vrai que pour vous, c'est plutôt le Grand Journal qui nous a marqué. Voilà. Mais je travaille depuis 50 ans, donc ça, c'est les 10 dernières années. Donc il y a beaucoup d'autres choses. J'ai fait beaucoup d'autres trucs dans ma vie. Oui, le schmilblick, commentateur sportif pour le football sur TF1. Le fait est que donc, vous n'avez pas toujours été cet homme-là. Vous avez une enfance scolairement chaotique, on peut le dire. Vous n'êtes pas très scolaire. Non. Vous triplez votre première et doublez votre terminale. Vous commencez comme pige. Pas très bien. Comme quoi, ça ne ferme pas beaucoup de portes. C'était une époque où c'était possible de trouver du travail, surtout. Voilà. Mais comment est-ce que vous avez fait pour finalement en arriver là, 50 ans plus tard, au bout de 50 ans de carrière? Comment vous avez fait pour... Non, vous avez forcément un secret? Non, j'ai aucun secret. Je pense dans ce métier que vous voulez faire, j'imagine, comme moi, ce qui compte, c'est d'être sûr de le faire pour de bonnes raisons. C'est de le faire parce qu'on l'aime et pas le faire pour ce qu'il représente. C'est ce que j'ai déjà dit tout à l'heure. Et c'est très important parce que je vois dans les gens qui travaillent avec moi, je vois assez vite ceux qui sont là parce qu'ils aiment ça ou ceux qui sont là parce que c'est travailler à la télé, travailler à la radio, etc. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas longtemps en tout cas. Et ça se voit, ça se sent, il n'y a pas la passion. Je crois qu'il faut un métier où il faut être hyper passionné, il ne faut pas compter son temps, il faut être curieux de beaucoup de choses, il ne faut pas vouloir devenir spécialiste ou éditorialiste à 22 ans. Il faut apprendre ce que c'est que l'information, travailler l'information, écrire brièvement, justement, c'est le mot bref de vie, qui est le titre du bouquin, a un sens pour moi. C'est-à-dire que être capable de résumer 4 feuillets sur l'Afghanistan en 2 lignes, vous pouvez y passer votre vie, ce ne sera jamais parfait. Donc ça, c'est passionnant, c'est un travail passionnant. Il faut aimer ce métier, il faut que ce soit vraiment... voilà, si vous êtes marié, vous avez un mari et vous avez un amant, c'est votre métier. Donc la brièveté, c'est le maître mot du journalisme. C'est pas le maître mot du journalisme, ça représente la rigueur. Voilà. Le journalisme, c'est de la rigueur. Donc étude ou pas, quand on est rigoureux, on peut y arriver. Oui, et puis savoir se rendre indispensable, c'est-à-dire ne pas compter son temps. Je crois qu'ici, vous ne le comptez pas. Le professeur non plus. En 72, vous intégrez TF1. Plus tard, vous quittez TF1 pour lancer Canal aux côtés de Pierre Lescure en 84. Donc ce fameux 4 novembre 1984, où vous lancez cette première émission. Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là? Vous n'avez pas un peu l'impression de foncer tête baissée dans cette nouvelle aventure qui est Canal+? Non, je me dis que j'ai de la chance d'y être déjà, parce que ça représentait une grande nouveauté pour les gens de ma génération.
Pour vous resituer l'époque, en 84, il n'y avait que 3 chaînes en France de services publics assez fossilisées, marchaient bien, mais enfin bon, ça ne bougeait pas beaucoup. Donc là, il y avait une ouverture, une grande fenêtre qui s'ouvrait, et pour nous, ça arrivait au bon moment. On avait à peine 40 ans, et autour de 40 ans, ou pas tout à fait 40 ans, entre 35 et 40, je suis en train de chercher. Et puis on avait un vécu déjà, on savait faire notre métier, on avait tous fait des choses, et on s'est regroupé, on s'est choisi par affinité. On a eu cette chance-là. Moi, Pierre Lescure, j'avais travaillé avec lui avant à RMC, une autre époque. Je l'avais connu à la télévision, à Cognac-Jay aussi, quand j'étais arrivé de Châteauroux. Et donc, on s'est un peu tous auto-choisis. Oui, c'est un petit groupe d'amis, en fait. Un groupe d'amis, oui. On avait fait d'ailleurs une association qui s'appelait les Cannibales Associés. Les Cannibales. Oui, c'était pour rire. Et donc, c'était le groupe des fondateurs de Canal. Voilà. Et justement, 30 ans plus tard, comment vous expliquez le succès de Canal+? Par l'offre, la qualité de l'offre, dès le départ. Au départ, ça a failli s'arrêter au bout de 6 mois parce que ça ne marchait pas et les gens... C'est comme quand il y a eu les autoroutes, on disait les gens ne paieront pas pour la télévision, comme ils ne paieront pas pour l'autoroute. Et donc il y avait une grande campagne de presse, que la presse voyait ça comme un concurrent qui allait aspirer de la pub, des clients, des choses comme ça. Donc ça a été compliqué, ça a décollé au bout d'1 an, on a commencé à sortir la tête de l'eau. Et on a vécu ça comme... On n'a pas vraiment réfléchi au lendemain, qu'on vivait vraiment au jour le jour, et un peu au lendemain, mais pas au surlendemain, et de modifier la grille. On pouvait très vite... on avait une idée d'émission, elle existait 3 jours après. Enfin, c'était une époque de grande liberté de création. C'est pas de la création artistique, hein. La télé, ça reste souvent de la sous-culture, c'est pas non plus extraordinaire, mais on pouvait s'exprimer beaucoup et faire venir des gens d'un peu partout. Dans votre livre, vous affirmez que l'esprit Canal, enfin que l'âge d'or de Canal en tout cas, est derrière nous. Pourquoi? Parce que l'âge d'or de la télévision est derrière nous. La télévision de cette époque-là, il y avait un écran et c'est tout. Aujourd'hui, il y a des écrans dans la vie des gens. Et donc, il y a 36 façons de consommer de l'information en images. Donc, le poids de la puissance de la télévision est moins grande, mais enfin, la télévision peut être infusée dans les autres et diffusée dans les autres écrans, mais... Quand il n'y a que 4 chaînes, vous êtes beaucoup plus puissant que quand il y en a 400. Hein. Voilà, donc c'est tout. Avec le succès vient la critique, forcément. Ça a été le cas pour le Grand Journal, comme beaucoup de projets ambitieux. La dernière critique en date, ou en tout cas la plus médiatisée, c'est celle d'Éric Zemmour, qui depuis quelques mois sur les plateaux, dont celui de C'est à vous, livre son opinion sur le Grand Journal qu'il considère comme le vecteur d'une idéologie bobo / urbaine / méprisante vis-à-vis du vrai public, de ce qu'il appelle le vrai public français. Qu'est-ce que vous pourriez lui répondre en fait actuellement? Écoutez, il est brillant, il est intelligent, il a l'esprit vif, il est véloce, il défend une idéologie qui n'est pas la mienne. Maintenant, voilà, il est salarié de Canal+, donc c'est une chaîne que je trouve une chaîne qui est assez fair-play avec lui. Je ne vais pas entamer de débat avec Zemmour, surtout s'il n'est pas là, puis c'est pas mon métier. Non, mais bon, qu'ils disent que Canal est une chaîne bobo, mais oui, c'est une chaîne bobo, bien sûr. Alors, ce qui fait aussi la marque de fabrique de... Mais c'est pas que ça, il n'y a pas que ça non plus, quoi. Ah non, on se bien, c'est juste véritablement réagir vis-à-vis des propos d'Éric Zemmour, qui sont comme d'habitude. Mais moi, j'ai fait une émission avec Lucien Ruquier, je disais, j'ai habité dans le 6e arrondissement, il fait « Ah, bien sûr, mais je ne suis pas né dans le 6e arrondissement. Je ne suis pas né dans le 6e arrondissement, je ne suis pas né à Beauboland, j'arrive de Châteauroux, j'ai mis du temps à y habiter dans le 6e, et sa maison d'édition est dans le 6e, c'est là où il va prendre son chèque, je pense qu'il ne va pas se pincer le nez en arrivant pour prendre l'argent de son livre. » Voilà. Alors, ce qui fait la marque de fabrique de la chaîne, c'est de concilier information et divertissement. On peut parler de votre invention, le zapping. Le zapping, oui, c'est les idées les plus efficaces, c'est les idées les plus simples, et j'allais dire quasiment les plus bêtes, quoi. Le zapping, c'est une idée toute bête. Quand je rentrais, je faisais une émission à la mi-journée à l'époque, qui s'appelait Demain, avant de créer La Grande Famille. Et donc j'étais en coproduction avec une journaliste qui s'appelle Béatrice Kaufmann. Et souvent le lundi, on disait, t'as vu ci, t'as vu ça? Ben non, j'ai pas vu. Ben, tu reverras pas, quoi, parce que t'as pas vu. Et il n'y avait pas les replays, il n'y avait pas tout ça. Il faut bien remettre dans le contexte. Donc j'ai dit, mais si on faisait un montage des meilleurs moments de la télévision? Et c'est né comme ça. Donc il y a quelqu'un qui était un assistant réel qui s'appelle Godwin Jadja, qui a été mandaté pour faire ça. Et il travaillait tout seul il n'y avait que 4 chaînes. Hein, donc le zapping était plus vite fait qu'aujourd'hui.
Et c'est devenu une institution de la télévision et de Canal+, évidemment. Et donc c'est un programme que les patrons de chaîne n'arrêteront jamais, puisque c'est un programme qui marche et c'est un programme qui ne coûte rien. Parce qu'au nom du droit à l'information, vous avez le droit de reprendre tout ce que vous voulez. Donc c'est parfait. Habile. Et comment on fait pour trouver l'équilibre entre les deux, justement, information et divertissement, du moins à la télévision? C'est assez compliqué. Ouais. J'en ai fait je me suis brûlé les ailes quelques fois. Au début du Grand Journal, on a voulu mélanger un peu les genres avec notamment Martine Aubry une fois et Michael Youn. C'était pas bien du tout, donc il faut pas mélanger, quoi. Et dans une même émission, c'est comme dans un journal, vous tournez les pages dans un magazine, il y a les infos, il y a le social, il y a les faits divers, il y a le sport, il y a le cinéma, il y a la télé, il y a les mots croisés. Donc dans une émission de télé de 2 heures qui s'appelle Le Grand Journal, on peut faire pareil. On peut traiter de tout, mais mélanger tout, non. Oui, mais il faut un équilibre. Après, il faut un équilibre, oui, ça dépend du concept de l'émission, mais il peut y avoir des émissions pures et dures d'infos, de débats aussi, voilà, puis des émissions de divertissement aussi. Alors, ce qu'il y a, c'est que moi, en revanche, ce que je ne... Dans votre métier, dans notre métier, ce que j'aime pas, c'est le mélange de relater les faits et les éditorialiser en même temps, sans relater les faits de façon très précise. Voilà. Je pense qu'il y a deux choses différentes. Notre métier, c'est de relater des faits. Et il y a un autre métier qui est de les commenter. Et un exemple, s'il vous plaît, parce que si vous racontez un événement et qu'en même temps vous donnez votre avis et que vous mélangez les faits et votre avis, oui, forcément. Il faut que vous ayez bien sûr de bien avoir travaillé sur les faits d'abord. Voilà. Oui, forcément, ça reste un peu subjectif. Il y a beaucoup de journalistes qui sortent jamais de Paris et qui vous disent ce qu'il faut faire en Irak, tout ça. C'est toujours mieux moi, je préfère toujours écouter les gens qui ont vécu les choses que ceux qui travaillent uniquement dans le bureau. Mais c'est une bonne réponse à Éric Zemmour, en tout cas. Éric Zemmour, oui, bon, je ne vais pas focaliser là-dessus, c'est vous qui en parlez, mais oui. En plus, donc, je suis étonné, je n'ai pas lu son livre, donc, mais je sais qu'il par exemple, il parle de choses que j'ai vécues moi. Il parle du mariage de Thierry Le Luron et de Coluche, il fait le parallèle avec le mariage de Mourouzi, etc. Moi, j'étais partout, là. J'étais au mariage de Coluche-Le Luron, j'étais au mariage de Mourouzi, et la façon dont les analyses qu'il en tire, mais ça n'a rien à voir avec la réalité. Rien du tout. Voilà. Ça paraît assez clair. C'est d'ailleurs ce qu'il vous reproche aussi, en fait. Je sais pas. C'est assez étrange de votre distance vis-à-vis du monde réel, enfin, de ce qu'il appelle le monde réel, les là, vrais peuples français. Oui, c'est que il y a une certaine dualité, c'est assez rigolo. Donc, le football maintenant, vous l'avez commenté sur TF1, vous l'avez dirigé avec la Berrichonne de Châteauroux, avec le Paris Saint-Germain. C'était un œil sur la feuille. C'était furtif. Donc avec le Paris Saint-Germain, aujourd'hui, vous nous racontez à travers des histoires drôles, comme celle du marabout qui vous aide à gagner un match du PSG, ou plus tendre. Il y a vraiment 2 histoires qui m'ont touchée dans votre livre. C'est celle de Marlon Brando, grand acteur s'il en est, et celle d'Edwin Moratti. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus? Elle est magnifique. Vis-à-vis de ce qui se passe aujourd'hui dans le football français, c'est une belle histoire. Moratti, oui, c'était donc dans les années où j'étais au PSG, 92, par là, ouais. On a un coup de fil de la gendarmerie de Saint-Germain-en-Laye qui nous dit on vient d'arrêter un jeune Albanais qui s'est enfui de son pays, qui était dans un coffre de voiture avec d'autres gens. Il nous dit il devait avoir 16 ans, 17 ans. Il nous dit qu'il sait jouer au foot. On sait pas. À l'époque, on n'expulsait pas les gens aussi vite qu'aujourd'hui. Donc, en fait, il avait quitté l'Albanie pour aller voir un match de son équipe en Belgique. Et puis, il était arrivé à Paris et il se fait arrêter. Il n'est pas en règle. Donc, je dis écoutez, on va le prendre au centre de formation 15 jours, puis on verra. Bon, voilà. Et puis, donc, il avait une volonté de s'en sortir au-delà de la moyenne, très au-delà. C'était un bon joueur, donc on l'a gardé au centre de formation. Il est devenu professionnel. Il a joué un peu au PSG. Après, moi, je l'ai pris au club de Châteauroux, parce pour jouer à très très haut, il était, malgré toute sa volonté, c'était juste. Il est venu jouer. Il a joué à Lille aussi. Après, il a joué à Bastia, il a joué en Grèce, etc. Donc, belle carrière. Il a fait la meilleure carrière possible en fonction de son talent. Ensuite, donc, il a arrêté sa carrière et aujourd'hui, il est donc arrivé, comme je vous l'ai dit, et aujourd'hui, il est consul d'Albanie à Paris. Je pense qu'il va finir beaucoup plus que ça. Il a des relations très fortes avec son pays. Et voilà, une histoire de football. C'est une histoire très, très touchante, oui. Aujourd'hui, entre nous, Michel Denisot, en tant qu'ancien dirigeant,
d'un club de foot. Actuel supporter, je suppose. Vous êtes toujours supporter, fan de foot. Est-ce que vous auriez un regard, une opinion à partager avec nous sur le football français d'aujourd'hui, voire parisien, vis-à-vis des quelques polémiques qui l'entourent? Sur le football parisien, il n'y a pas beaucoup de polémiques. Hein, il y avait le Qatar, par exemple. Mais vis-à-vis du football, de toutes ces histoires d'intégration, y a-t-il trop... Est-ce que c'est représentatif de la France ou pas? Toutes ces questions avant, en fait, est-ce qu'on se les posait dans le monde du football? Pendant des années, on a dit en France, il n'y a pas de grands clubs parce qu'il n'y a pas de grands investisseurs. Regardez en Angleterre, Chelsea avec Abramovich, c'est formidable, etc. Mais nous, on n'a pas ça. Maintenant, il y a le Qatar donc, qui a racheté le Paris Saint-Germain il y a 3 ans. Il y a Rybolovlev qui a racheté Monaco il y a 2 ans. Pour savoir ce qu'on veut, il n'y a pas d'investisseurs français qui peuvent monter des clubs aussi haut niveau européen. Bon, voilà. Après est-ce que la passion du foot doit rendre aveugle sur la situation des gens qui investissent? Non, mais pour l'instant, je n'ai jamais vu un politique de droite ou de gauche critiquer cette affaire. Donc, tant qu'il ne critique pas, je pense que c'est bien. Et vis-à-vis d'Edwin Moratti et de cette histoire que vous nous racontez, aujourd'hui, le football français, c'est beaucoup d'histoires de minorités, est-ce qu'il y a une véritable représentativité de la France dans ces équipes? Et le football n'a pas une vocation à être exemplaire, je veux dire, pas plus que le reste, en tout cas, pas plus que le monde artistique. Donc, dans les équipes de foot, il y a des joueurs de tous les pays. À Paris-G, il y a très peu de joueurs français, effectivement, mais c'est vrai, dans les clubs anglais, il n'y a plus d'anglais. Tout ça a beaucoup changé, au très haut niveau. Après, ailleurs, ça n'a pas changé. Ok. Très bien, on va revenir sur les livres aussi. Donc, il y a beaucoup de noms qui apparaissent dans Bref de vie, notamment un auquel vous ne faites pas de cadeau, c'est celui de Nicolas Sarkozy. Cette histoire nous a beaucoup plu. Vous pouvez nous rappeler ce moment quand il vous montre les films qu'il a regardés la veille? Oui. Donc, c'était la première fois que Canal+ pouvait interviewer un président de la République en exercice à l'Élysée. Donc c'est moi qui l'ai fait les 2 fois. La première fois donc, à laquelle vous faites référence, c'était avant un sommet de Copenhague. Et donc je fais une interview assez technique. J'avais travaillé sur le climat, etc. Et puis après, donc, il nous invite à prendre un verre dans son appartement avec Bertrand Meyer, Rodolphe Belmer, les patrons de la chaîne. Et puis on montre son grand écran, l'appartement, tout. On prend un jus d'orange, tout va bien. Et puis il nous explique à tous qu'en ce moment, il est en train de regarder il se fait tous les films des grands réalisateurs. Je prends un réalisateur, Fellini, hop, tous les films de Fellini, machin, tous les films. Et puis il amène 4 DVD sous blister, hein, sous plastique. Et il me dit, ça, c'est les 4 que j'ai vus le dimanche dernier. Et bon. Vous n'avez pas. Non, du coup, non, je pense que si ça se reproduisait, j'éclaterais de rire. Et je lui dirais, parce que bon, il y avait de quoi aussi. Mais sur le coup, je suis resté comme ça. Quoi. Comme je sortais de mon interview, j'étais un peu. J'ai regardé les autres, ils ont vu, puis personne n'a rien dit. Et il vous en a pas voulu d'avoir raconté cette anecdote? Non, c'est pas non plus. J'ai rien inventé, hein, c'est la vérité. Donc. 50 ans de journalisme, des débuts à l'ORTF. Alors autant dire qu'entre vos débuts et aujourd'hui, il y a du changement. Et la couleur. De la couleur, il y a du changement. Quel regard vous portez sur la télévision aujourd'hui? Un regard passionné, j'adore ça. Et donc je regarde pas tout, loin s'en faut. Mais ce que j'aime, c'est le direct. Ce que j'aime, c'est l'information, les grands événements. Je crois que la télévision sera toujours très puissante sur les grands événements. Sur le reste, moins. Et ça vous manque pas? Vous comptez y revenir ou... Là, je fais des émissions mensuelles à Canal. J'ai commencé avec une qui s'appelle Conversation secrète. C'est un clin d'œil au film de Coppola. Donc, ce sont des interviews d'1 heure en extérieur sur un parcours défini par l'invité avec des caméras qu'on ne voit pas. C'est une grosse production. Donc, j'ai fait Alain Juppé à Bordeaux, j'ai fait Depardieu à Paris. Et là, je tourne Omar Sy samedi. Bon programme. Michel Denisot, des pronostics pour le match PSG-Lille? C'est quand? 3 décembre. On a le temps. Merci beaucoup. Merci. Alors, Michel Denisot vous fait part de ses brèves de vie. C'est aux éditions Fayard. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci Sonia. Et je remercie toute l'équipe qui a travaillé sur cette émission et on se dit à la semaine prochaine.